Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. La prolongation, merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace, également sur Espace TV tous les matins, mesdames et messieurs. On continue notre émission, on parle du Niger, cette fois-ci le Niger donc a réussi en 2021 sa transition démocratique. Mamadou Issoufou l'avait promis et il l'a fait. Évidemment, on essaie de comprendre ce matin avec cette interview que nous allons vous proposer quelques extraits. Évidemment, l'intégralité c'est ce soir sous le coup de 20h sur Espace TV, mon cher Jacques Liwal. Nous étions du côté de Niger, mon cher Ahmed, évidemment, pour planter le décor. Allez-y, mon cher. Pour planter le décor, mais écoute, on a été invité par la presse, la présidence, j'allais dire, nigérienne, qui a regroupé des journalistes africains, sénégalais, ivoiriens et d'autres, pour qu'on aille se rendre compte sur place, d'une part, de l'effectivité de la démocratie naissante et consolidante du Niger, et puis les problèmes de sécurité, puisque le Niger est au centre avec des pays frontaliers, avec les pays comme le Mali, le Burkina, et c'est important pour notre sécurité. Et donc on a été effectivement invité. Ça s'est extrêmement bien passé. On a été bien reçus. On a fait notre travail de journaliste. Jacques a eu l'opportunité d'interviewer le président. Je sais qu'il a assuré. Et puis ensuite nous on a rencontré les autorités. On a eu accès. Et ça c'est important de le dire. On a eu accès aux ministres. Il y avait pas de fioriture, il n'y avait pas de barrage. On les a interviewés. On a pu poser les questions que l'on voulait. Donc je voudrais que ici, dans notre propre pays, on en prenne de la graine, parce que la communication aujourd'hui devient importante. Et le président du Niger nous l'a dit, il s'est rendu compte qu'ils en avaient marre un peu de passer par les canaux occidentaux, qu'il y avait une presse qui existait en Afrique, une presse de qualité, parce que vraiment, moi j'ai vu, on avait des journalistes autour de nous qui étaient des journalistes de qualité. Les Africains, en termes de journalisme, ont du talent, et il faut qu'on se le dise, et c'est heureux que des présidents africains tels que Bazoum s'en rendent enfin compte. Donc voilà, on est dans une mutation de communication. L'Afrique a besoin de faire passer des messages par ceux qui la comprennent, ceux qui la vivent au jour le jour, non pas ceux qui sont assis dans leur studio en Occident et qui n'ont aucun rapport avec nos réalités, nos compatriotes, nos concitoyens. Et ça, c'est aisé et c'est une excellente chose. Je voudrais finir par une petite anecdote, parce que j'ai vu Lamine Guirassy sur le terrain à Terra. Je peux vous dire, chers auditeurs, que c'était quelque chose à plus de 50 degrés. Mes respects. Ouais, mais c'est juste incroyable. Hein. Je sais pas comment je suis sorti. Je sais pas comment tu as fait. Je sais pas comment tu as fait. Une interview avec beaucoup de choses, évidemment, que le président a évoqué avec vous, mon cher Jacques Liwal. Oui, beaucoup de choses. Ahmed l'a dit au début, parce que ça nous a bluffé tous quand il a dit, vous savez, nous avions l'habitude de recevoir des médias français pour leur accorder des interviews. Et après, on se rend compte qu'ils ne disent que ce qu'ils pensent déjà de nous. Il estime qu'à partir de sa communication qu'il a faite avec les médias ouest-africains, que d'autres vont l'imiter, parce que les médias occidentaux ont déjà une idée arrêtée de l'Afrique. C'est une Afrique de misère, c'est une Afrique de l'insécurité. Donc, quelles que soient les interviews qu'on accorde, bien entendu, avec de l'argent qu'on donne à ces journalistes, même s'il n'a pas voulu nous le dire clairement, mais on sait déjà que pour les déplacer, c'est déjà de l'argent qu'on donne. Il a choisi la méthode la plus efficace. C'est comme ça, il le dit. Je parle aux Africains qui comprennent nos problèmes et qui pourront relayer cela au niveau de leurs médias. L'interview qu'il nous a accordée donc à 4 télévisions, Immédiat du Sénégal, Joliba TV du Mali, la 3 TV du Burkina et BFM TV, la 5 télévisions, et puis nous, Espace TV, c'était axé sur les thématiques qui sont de l'actualité actuellement au Sahel. D'abord, l'insécurité dans son pays, puisqu'il est sur le point, lui en tout cas, de maîtriser un peu la situation dans son pays, comparé à ce qui se passe au Burkina et puis ce qui se passe au Mali. Il y a encore des attaques, mais il essaye un peu de ramener peu à peu les citoyens qui s'étaient déplacés déjà sous Youssoufou, Mamadou Issoufou, mais également au début de sa gouvernance. Ensuite, on a parlé un peu de l'insécurité dans le Sahel en général, de ses relations avec le Mali qui ne sont pas tellement bonnes ces derniers temps, mais également nous avons parlé de la CEDEAO. Et l'autre chose fondamentale que je n'ai pas mentionné ce matin dans les extraits qui vont passer, c'est bien sûr l'éducation, parce que si chez nous, on considère la scolarisation de la jeune fille comme un moyen
pour promouvoir l'égalité des chances. Au Niger, la scolarisation de la jeune fille est choisie pour maîtriser la démographie. Parce qu'ils considèrent que la démographie est galopante. Les jeunes filles se marient très tôt, entre 13 et 15 ans. Et désormais, il essaye de maintenir les jeunes filles le plus longtemps possible à l'école. Et la solution, tout trouver, c'est de construire des internats dans les collèges ruraux où on éloigne les jeunes filles, n'est-ce pas, de leurs parents, où elles n'auront pas accès à ces prétendants qui viennent solliciter, n'est-ce pas, les mariages. Et aujourd'hui, d'après ce qu'il a essayé de montrer et puis les explications qu'on a eues sur le terrain avec les ministres, effectivement, il y a des internats qu'on a commencé à construire et quelques élèves de jeunes filles sont déjà récupérés pour les loger, n'est-ce pas, à ce niveau. C'est seulement ces détails-là qui ne sont pas souvent vus, dit-il, dans la communication qui est faite par les médias occidentaux, parce qu'on ne se focalise que sur la question sécuritaire, qui est une réalité, mais qui n'est pas que la réalité de l'Afrique et notamment du Niger. Justement, beaucoup de choses à dire, hein, mon cher Ahmed. Énormément. On a le temps de préparer, évidemment. Oui, mais énormément de choses à dire. En fait, moi, j'étais vraiment, j'étais sous le charme d'abord de ce qui s'est passé, parce que il faut le dire, on a été extrêmement bien reçus. On nous a surtout laissé l'entière liberté de poser les questions que l'on voulait, et on nous a facilité les accès. Et ça, c'est très important en termes de communication. Quand on donne aux journalistes les accès aux gens qui sont en charge de la diplomatie, de la sécurité, et qu'on peut avoir la liberté de leur poser toutes les questions sans qu'il y ait aucune restriction, c'est important, parce que ça permet à nous, journalistes, de venir dire à nos auditeurs africains ou d'ailleurs aux mondiaux ce que l'on ressent. Et puis, c'est très important ce que Jacques vient de dire. On sentait un président sur deux choses. Il a sans cesse, quand on l'a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on l'a une première rencontre, il a sans cesse parlé de son prédécesseur. Il nous en a beaucoup parlé. Et ça, c'est de l'élégance républicaine. J'appelle ça, moi, de l'élégance républicaine. Il a parlé de l'œuvre de son prédécesseur et la continuité de l'État. Et à tel point que j'en avais des frissons. Parce que c'est important, cet état d'esprit démocratique. Et puis, c'est un homme qui est très préoccupé par la sécurité, parce qu'on le sait, notre sécurité ici dépend de ce qui va se passer dans le Sahel. Et notamment de la maîtrise des frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger. Donc le Niger est au centre. Et puis avec la Libye, où il n'y a pas d'État, avec l'Algérie, qui est devenue la frontière malienne-algérienne, qui est devenue un no man's land complète. Donc ce sont des enjeux extrêmement importants. Et puis pour conclure, moi c'était la première fois que j'allais au Niger. J'avoue que c'est un pays extrêmement complexe, fascinant en termes culturels. Je sais que nos techniciens ont fait beaucoup de reportages dans la rue. Bref, on a fait ce que j'aime, ce pourquoi j'ai adhéré maintenant à ce métier, parce que je rappelle à ceux qui ne le savent pas encore que j'ai aussi ma carte de presse. J'ai fait et on a fait notre métier sur le terrain et c'était vraiment bandant. Voilà. Je ne pense pas que la question de la lutte contre le terrorisme soit une question technique et qu'il suffit d'avoir le bon partenaire pour que ça se règle. Si c'était le cas, oui, nous aurions tous ensemble décelé les critères à partir desquels on définit le bon partenaire et on va tous ensemble avec lui. Et si cette question était d'ordre théorique et logique, elle ne poserait un problème à personne. Nous aurions convergé parce que nous sommes tous animés de la même volonté justement de vaincre le terrorisme. La question est plus compliquée que cela. Nous n'avons pas une ambassade de Russie ici, nous n'avons pas un contact avec la Russie qui nous a permis de comprendre qu'il y avait des avantages à envisager d'aller avec ce pays. Et donc pour nous, la question ne se pose pas. Ce n'est pas de façon totalement abrupte comme ça qu'un matin nous nous réveillerions pour dire que la solution c'est une forme de coopération avec la Russie. J'ai toujours dit que nous achetons nos hélicoptères à la Russie et donc ça c'est notre ministère de la Défense qui a des canaux par lesquels il passe pour procéder à des opérations de vente, d'achat, du matériel militaire russe. Mais j'ai également toujours dit que nous n'envisagerons jamais de louer les services d'une société de sécurité privée russe ou
relevant de notre pays pour faire la guerre à la place de notre armée. D'une part parce que nous n'avons pas ces ressources-là. Vous savez, nous, le Niger, nous avons des ressources très limitées. Et ensuite, notre armée ne l'acceptera même jamais, tout simplement parce que ce serait prendre dans ce que nous donnons à l'armée pour le mettre à la disposition de ce personnel des sociétés de ce genre-là. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Dans ces bottes, évidemment, le président nigérien, on a évoqué aussi d'autres sujets en parlant du Sahel, Jacques. Oui, en parlant du Sahel, d'abord, le sujet qu'il évoque ici, c'est bien sûr la question de la coopération avec la Russie, parce qu'on le présente un peu comme étant, si vous voulez, le laquais de la France, donc celui qui fait la politique de la France dans le Sahel actuellement. Et c'est pour cela il est en froid avec le Mali, parce que de l'autre côté, on essaye de privilégier, n'est-ce pas, la coopération avec la Russie, mais pas avec la Russie en tant qu'État, avec Wagner. Et donc la réponse qu'il donne, c'est que dans un premier temps, il estime que son pays n'a pas de moyens pour s'acheter les services d'une société privée. Et puis, même si le pays avait des moyens, son armée n'accepterait pas qu'il prenne l'argent qu'il aurait pu leur donner pour les équiper, pour les former et donner cela à une société privée. Donc son choix, c'est de mobiliser des moyens pour accompagner son armée. Et je crois sur le terrain, c'est ce qui se passe. Tous les partenaires étrangers qui interviennent sont dans la formation et dans l'accompagnement en termes de mobilisation de ressources, des ressources financières, mais également de moyens matériels pour pouvoir combattre les terroristes, mais ils n'interviennent pas directement au sol. Voilà, on va écouter le président Bazoum sur G5 Sahel cette fois-ci, évidemment, et derrière on revient. C'est une organisation, je l'ai dit récemment, qui était encore, on va dire, dans les limbes, qui balbutiait, dont l'identité, vous le voyez bien, n'était pas totalement acquise, dont les missions et les modalités de la prise en charge des missions en question n'étaient pas encore nettement définies. Nous avons mis en place un secrétariat, il a fait le travail qu'il a pu faire, mais nous n'avons jamais réussi de véritable coordination opérationnelle de nos actions militaires. Dans la mesure où, en vérité, l'enjeu, c'était les 3 pays du centre, le Mali étant absent de sa partie septentrionale, nous n'avons jamais pu mener des opérations conjointes, par exemple avec le Niger. Nous n'avons jamais su nous coordonner tout à fait. Avec le Burkina, nous avons eu des opérations coordonnées, pas forcément dans le cadre du G5 Sahel qui existait pourtant et qui avait quelques forces qui étaient dédiées, que nous pouvons utiliser, que nous utilisions, mais pas dans des missions typiquement G5 Sahel avec des instructions qui viennent du dispositif de commandement du G5 Sahel. Quand est intervenu le coup d'État du Mali et les difficultés qui se sont accumulées dans ses relations avec certains de ses partenaires et avec les autres pays voisins. Bon, voilà, ça fait qu'aujourd'hui, je considère que le G5 Sahel n'a pas tout à fait réussi sa mission de coordination des investissements économiques qui était l'objet de sa mission à la base. Il n'a pas davantage non plus répondu de façon efficiente à l'objectif de la coordination opérationnelle des actions militaires. Le retrait annoncé du Mali complique davantage la situation? Oui, oui, bien sûr, dans la mesure où on était 5, maintenant on n'est plus 5. Donc je considère que ça accroît encore nos difficultés qui étaient bien réelles avant le retrait du Mali. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Le président Mohamed Bazoum, à l'instant, évidemment, dans les GG sur Radio Espace. Vous avez évoqué d'autres sujets également aussi, mon cher Jacques Léo. Oui, l'autre sujet, c'est bien sûr la coopération avec le Mali. Ils sont en froid et il l'évoque clairement. Je crois que c'est beaucoup plus pour Choguel Maïga. Il essaye un peu de l'attaquer. Il le présente. Il a échoué, hein, il l'a dit. Bon, en fait, il le dit clairement. En fait, son problème avec Choguel. Les grandes gueules.
c'est à deux niveaux. D'abord, c'est quelqu'un qui a servi Moussa Traoré, et lui étant quelqu'un qui s'est battu pour la démocratie dans son pays, ils ne peuvent pas s'entendre. Et l'autre chose, c'est bien naturellement le discours de Choguel qui a tendance à le présenter comme étant celui qui fait l'affaire de la France, n'est-ce pas, en Afrique. C'est vrai qu'il est très dur avec les militaires, mais quand il parle du Mali, c'est bien entendu Choguel qu'il évoque. Il estime que c'est quelqu'un qui n'a aucune chance de devenir président un jour, et c'est pourquoi il se range bien entendu avec les militaires pour pouvoir profiter de cette situation. Il ne comprend pas que le M5 après le combat et puis quand même avoir comme représentant au gouvernement ce Premier ministre. Justement, on va continuer à décrypter avant la diffusion donc de cette interview ce soir à 20h sur Espace TV. Il a parlé aussi des coups d'État. On écoute le président Bazoum et derrière on revient. Vous savez, quand en 2012, il y a eu le coup d'État du capitaine Sanogo, nous l'avons dénoncé avec beaucoup de verve, avec beaucoup d'engagement, et personne ne nous avait fait de procès. Quand en 2020, il y a eu un coup d'État au Mali, nous l'avons dénoncé, et dans les deux cas, il y a eu des arrangements avec la CEDEAO, et ça s'est tu, les relations ont continué à être normales. En 2021, il y a eu un deuxième coup d'État qui a brouillé les relations avec la CEDEAO, avec le Niger notamment, à partir desquels vous voyez tous les procès qui sont en train d'être faits contre nous. Mais je voudrais vous dire que quand en 2011-2012, il y a eu des Maliens qui ont voulu faire sécession, nous étions le pays qui avait été le plus engagé pour les combattre. Ils sont pourtant nos voisins, ces gens du nord du Mali. Nous les connaissons. Mais nous avons été, nous, État du Niger, à travers la personne du président Issoufou et de ma personne comme ministre des Affaires étrangères, à l'époque, ce qui les avait le plus combattus. L'État du Mali a chancelé. S'était presque effondré. Et nous avons été témoins du comportement d'autres personnes. Nous n'avons jamais été ambigus, nous. Nous n'avons jamais, en sourdine, eu des contacts avec ceux que nous avons condamnés dans leur entreprise de sécession de l'État du Mali. Nous avons été conséquents. Et nous avons défendu le Mali. Quand nous nous sommes retrouvés à Alger pour discuter de l'accord de paix, j'étais ministre des Affaires étrangères. J'étais le seul à avoir dit que l'article 6 de l'accord n'est pas acceptable. J'avais même exigé qu'on suspende les discussions pour donner la possibilité à la délégation malienne d'appeler ces autorités pour savoir si elles ont pris la mesure des implications des dispositions de l'article 10, de l'article 6, qui dit que les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct, que le président du conseil régional est élu au suffrage universel direct, il est le chef de l'exécutif et de l'administration régionale. J'avais dit que ça s'appelle du fédéralisme, et que les Maliens ne doivent pas accepter ça. Ils ont suspendu pour 15 minutes, ils sont revenus nous dire non, ils savent ce que ça veut dire, mais ils sont d'accord avec cette disposition. Je leur ai dit qu'elle sera difficile d'application et qu'elle va subvertir vraiment l'organisation administrative du Mali et qu'à ce titre, elle n'est pas acceptable. Donc, j'ai combattu pour l'unité du Mali. Nous avons combattu pour l'unité du Mali en refusant la sécession. Nous avons combattu pour l'unité du Mali en n'acceptant pas le principe d'une grosse difficulté comme ça contenue dans l'accord. C'est avec cette éthique-là qu'aujourd'hui encore, nous menons le combat pour que le Mali revienne sur les rails de l'état de droit, de la démocratie, qui sont les gages de sa stabilité. Si nous sommes contre le Mali ainsi que laisse accroire une certaine propagande, on nous aurait pris à défaut depuis déjà très longtemps. Nous sommes les seuls qui avons été particulièrement virulents contre
le projet de sécession. Nous sommes le seul qui nous sommes mis à dos nos frères du Nord à l'époque de la discussion sur l'accord de paix. Et aujourd'hui encore, nous luttons pour que le Mali reste uni et que les autorités actuelles consentent les aménagements qu'on leur demande pour une transition qui va être soutenue par tous, qui va être inclusive et qui va jeter les bases d'institutions démocratiques à même de stabiliser le Mali et d'en faire un grand partenaire dans notre combat commun contre le terrorisme. Monsieur le Président, vous définissez comme un militant de la démocratie. Vous avez parlé du Mali tout de suite. On a vu que contre le Mali, vos positions étaient très dures. Mais par rapport au Tchad, où il y a eu un coup d'État, où il y a une transition, mais issu d'un coup d'État, là, et vous semblez caresser dans le sens du poil. Est-ce que là, il n'y a pas une incohérence dans votre démarche, Monsieur le Président? Non. La décision de la communauté internationale d'accompagner le Tchad procédait de l'émotion qui avait été ressentie au lendemain de la mort du maréchal Idriss Déby Itno et des risques réels d'implosion du Tchad. Comparaison n'est pas raison. Les contextes sont totalement différents. Au Tchad, les forces rebelles étaient à quelques kilomètres, à 200 kilomètres ou 150 kilomètres d'N'Djamena. Les Tchadiens, plus toute la communauté internationale, ont considéré qu'il vaut mieux avoir un État, fût-ce par le canal de l'armée, pour faire face à cette situation et la gérer plutôt que l'implosion. Parce que si les rebelles venaient, ça va être une guerre civile. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Voici avec notre invité à qui nous allons donner la parole. Il s'agit de Abdoulaye Sy Savané, fondateur d'un centre professionnel en conduite automobile, donc qui va prendre avant bien évidemment. Ahmed, vous avez écouté le colonel Kaba, qui est le directeur adjoint de la cellule de communication du ministère de la Sécurité. Pour tout le respect que j'ai pour son rang, je suis vraiment déçu ce matin. Écoutez, je l'ai toujours rappelé dans ce pays. Il n'y a pas d'être supérieur. Ce sont les lois qui font qu'on a l'impression que d'autres sont supérieurs à d'autres. Le respect des lois. Même vous qui êtes là, quand vous prenez le téléphone parfois, vous l'avez en main. Dès que vous voyez un policier, vous descendez le téléphone, même quand vous l'avez à l'oreille. Pourquoi? C'est pour vous dire que vous pouvez vous faire sanctionner. Justement. Mais est-ce que des policiers sanctionnent les gens pour ça ici? Non. Si on sanctionnait réellement, même partout aux États-Unis, mais il y a des sanctions, mais vous pensez que les gens n'utilisent pas le téléphone? Le téléphone, en France, vous pensez que les gens n'utilisent pas? Mais quand tu te fais prendre, tu vas payer cher. C'est ce qu'il faut. L'être humain, c'est comme un enfant. Dès que tu laisses l'être humain à lui-même, ben, il est tenté d'en abuser. C'est la loi qui le recadre. C'est comme ça partout. Donc quand on dit non, il faut que les citoyens eux-mêmes, les citoyennes, ça ne marchera jamais comme ça. Ça, j'ai toujours prévenu et je continue à prévenir sur ce point. Ça ne changera jamais comme ça. S'ils veulent qu'ils continuent à passer des infos, ils peuvent continuer, ils peuvent le faire quand même, à passer des infos sur la télé, mais les gens ne changeront pas tant que les lois ne s'appliqueront pas. Ce n'est pas le rôle des populations. Donc qu'ils arrêtent. Ils arrêtent. On va avec l'invité non mais là. si, en quelques minutes, en quelques secondes, s'il vous plaît. Vous ne finissez jamais de parler. Non, moi je vais finir. Ce qu'il faut dire. On est payé pour ça, on est payé pour parler. Ce qu'il faut dire. il faut. Je dis ça, je dis rien, mais j'ai en même temps, on est payé pour ça. Ah, mais il faut limiter. Il y a des règles à la matière. C'est en fonction de nos salaires. Comme il est le plus payé ici, il parle le plus. Ah oui, il est le plus payé. Il est le plus payé. C'est lui qui a le plus gros salaire. Roby, oui, non, je te l'apprends. Mais je fais des révélations. Tu es jalouse, hein? Roby a le plus gros salaire. Donc c'est celui qui a le droit le plus parler. Je peux parler. J'invite vraiment le gouvernement. Non, il faut mériter son salaire. J'invite le gouvernement à étayer sa communication. Depuis hier, il y a des bavures extraordinaires dans la communication gouvernementale autour de ces incidents qui sont hallucinants. Ça a commencé par le ministre porte-parole du gouvernement et ça se termine par M. Kaba, directeur adjoint, colonel Kaba, directeur adjoint. Non mais tu sens que M. Kaba, il est dans la puissance. C'est une erreur monumentale que la police ne soit pas précis dans les chiffres, ne soit pas précis dans
Non, mais ne soit pas précis, assez précis sur les circonstances dans lesquelles ces accidents sont passés. Je vous dis que c'est grave, madame, c'est grave. Au Maroc, tout près ici, quand vous grillez les feux, on vous retire votre permis pour 3 mois. Rien que griller les feux. Ici, Ahmed parle de téléphone. Il y a des chauffeurs. On vous parle d'un jeune qui a canardé combien de personnes et sûrement qui n'avait pas de permis de conduire. Le dernier camion qui est descendu sur le marché de... Oui, le dernier camion qui est descendu sur le marché de Anta ici et qui a fait des morts, c'était un jeune, un petit qui était derrière le volant d'un camion qui a appris dans le tas à conduire et qui n'avait pas de permis. On constate tout ça. Il n'y a rien qui est fait. Et lui, il vient me dire que la loi est difficilement applicable. Moi, je suis choqué. Bien, Antoine, allez-y avec l'invité pour la première question. Monsieur Si, vous êtes spécialiste des questions de sécurité routière. Oui, sa réaction d'abord. Mais c'est pas à vous de me dire quelle question je dois poser. Votre réaction, monsieur Si. C'était ça. C'était ça ma sortie. Tu peux te calmer, là. C'était ça ma question. Monsieur Si Savané, on a vu ces accidents qui ont fait près de 30 morts en moins de 5 jours. Dites-nous, comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle des accidents? Merci tout le monde. En tant que consultant, je suis choqué de tout ce qui se passe dans notre pays. Ces accidents qui se répètent à tout moment. Et on se demande pourquoi ces accidents se répètent. Quelle solution? Est-ce qu'on a trouvé des solutions? Aujourd'hui, dénoncer, ce n'est pas culpabiliser. C'est dénoncer, c'est trouver des pistes de solutions. Il faut le savoir. Culpabiliser les gens, ce n'est pas ça notre rôle. Aujourd'hui, il faut savoir que ces accidents sont là. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a des gaps. Formation des conducteurs, vétusté du parc automobile. Et aujourd'hui, il y a la qualité des routes. C'est très important. La sensibilisation du public. J'ai passé presque ma vie administrative au TPE au transport. Il y a un bon moment, je sais comment se faisait un permis. Le micro, s'il vous plaît. C'est à l'insu de la personne. Aujourd'hui, nous avons le permis biométrique. Un très bon produit. Évitons de le mettre dans un mauvais emballage. Si nous voulons rectifier le tir, faisons des sensibilisations à large public. Et ensuite, il y a la législation et la répression des infractions. Le manque de sanctions encourage la récidive. L'impunité encourage la récidive. Nous pouvons changer tout ce qui arrive en prenant des dispositions, en changeant les mentalités. Mais il faut reconnaître aujourd'hui, nous vivons dans une toile d'araignée de risques où actions et réactions s'y enchaînent comme dans les processus chimiques. On n'est pas en sécurité. Si vous voyez un enfant de rien du tout qui prend un véhicule du port de Conakry pour aller au port sec de Kagelé, souvent vous allez avoir froid au dos. Nous pouvons changer tout ça en mettant des réglementations. Monsieur Si, parlons des accidents qui se passent depuis la semaine dernière. Il faut interpeller le pouvoir public. Monsieur Si, parlons des accidents qui se passent depuis la semaine dernière. On parle de dépassement dans la circulation, on parle de surcharge et tout cela. Selon vous, parce que ça devient récurrent, qu'est-ce qui explique ça, surtout à l'intérieur du pays? Merci. Tout cela interpelle la formation. La formation, elle est en sécurité, ce que le squelette est aux vertébrés. On ne peut jamais innover sur la route ce qu'on n'a pas appris. Imaginez, les dépassements inappropriés. Le dépassement, c'est un cours. Il y a des structures aujourd'hui qui font preuve d'exemplarité, les sociétés minières, c'est-à-dire la formation des conducteurs, c'est l'enjeu essentiel de la sécurité. Le dépassement, c'est en 3 étapes, avant, au moment et après. Mais est-ce qu'on peut le savoir sans faire la formation? Justement, pour cet accident dont on parlait tout à l'heure, le dépassement, vous avez une vingtaine de véhicules, il y a quand même ce chauffeur qui s'est permis d'essayer de faire ce dépassement. Comment ça s'explique? C'est un dépassement inapproprié, c'est des risques d'accident. Parce qu'une fois que vous êtes dans le dépassement, vous prenez le risque de rencontrer un véhicule venant en sens inverse. Et vous n'avez la route elle est étroite, vous n'avez plus de porte de sortie. Et moi j'ai un formateur qui m'a dit,
faites attention à votre destructeur. Si vous rencontrez un véhicule, une 4x4 et les véhicules de taxi, et regardez, les facteurs de risque aujourd'hui se développent dans ce pays. Il faut en parler. Sinon, ce seraient des accidents à répétition. Des facteurs de risque. Oui, les différents facteurs de risque. Monsieur Si, vous avez parlé d'un pan essentiel dont on ne parle pas dans notre pays, c'est la répression. Oui. Quels sont les outils qu'il faut, parce qu'il faut moderniser notre police évidemment, pour avoir un outil répressif, il faut que les gens qui s'en servent soient formés pour cela, on est d'accord. Donc quels sont les outils, d'abord, de modernisation de notre police qu'il faut mettre en place, puisque visiblement l'État a complètement démissionné là-dessus, et quelles sont les formations adéquates pour que justement ces policiers qui sont quand même le bras armé de l'État fassent enfin leur travail et fassent de la répression. Merci bien pour cette question essentielle. Nous avons formé la police routière. C'est le PNUD qui a payé. La formation des formateurs. Oui. Mais c'est des trucs qui doivent être séquentiels. Aujourd'hui, il est rare. Il faut dénoncer. Ce n'est pas pour culpabiliser, c'est pour pouvoir changer. C'est dire la vérité, tout simplement. C'est pour dire la vérité. Regardez les policiers qui sont sur la route. Ce n'est pas ces policiers qui peuvent changer les choses. Il faut trouver, il faut former, il faut aller à une formation générationnelle. Des policiers outillés, bien rémunérés, qui connaissent pourquoi ils sont sur la route, qui peuvent verbaliser, faire convaincre les gens pour l'infraction. Vous voulez dire qu'il y a un manque de formation de ces policiers, de ces agents? Il y a un manque de formation. En plus de ça, et d'outillage. Surtout la rémunération. Et d'outillage. Il y a un manque de formation. Quand on parle de formation des usagers, ce n'est pas seulement les usagers, il y a la formation des corps habillés. Oui. La majeure partie, il y a des véhicules corps habillés qui passent sans ceinture de sécurité. Oui. Avec une vitesse vertigineuse, la ceinture est une attache à la vie en cas d'accident. Mais qui crée quelquefois même des accidents, parce que quand ils viennent, ils mettent les quatre côtés, ils dépassent tous les autres. Oui, en plus de ça, monsieur Si, pour qu'un policier puisse connaître, appliquer normalement les réglementations sur la route, il faudrait que ce policier-là lui-même soit outillé, sache c'est quoi le code de la route. Mais vous savez très bien, là, combien de policiers ici qui ne savent même pas conduire, qui n'ont pas de permis de conduire, tout passe par là. Vous, en tant que professionnel, est-ce que c'est normal qu'un policier de la routière ne sache pas conduire ou qu'il n'ait pas un permis de conduire? Avez-vous été souvent saisi par le département de la sécurité, par exemple, pour former des agents, des policiers? Oui, mais au temps du ministre Kabele, nous avons formé les policiers. Il y a eu un accident, l'accident de Yorokogia, qui nous interpelle. Oui. Moi, je me suis dit ce jour-là, quand j'ai des images dans mon ordinateur, vous allez penser qu'on est en état de guerre. C'est inimaginable. Je suis passé, j'ai démarché la police routière pour que cette sensibilisation, formation ait lieu à Yorokogia. Et je l'ai reçu. Le jour-là, c'est moi qui ai acheté le carburant pour mettre dans les groupes. Mais quand même, j'ai reçu ma mission. Est-ce que vous comprenez? Regardez. Il y a un manque de responsabilité, une responsabilité qui a cédé sa place à un système social perverti où tout le monde est complice. Il faut le comprendre. Imaginez un véhicule qui est conçu pour prendre 12 personnes. Si vous mettez une vingtaine de personnes, les 8 sont des personnes à risque qui ont accepté d'affronter la mort. Ça, c'est un. Ensuite, ce véhicule en état de surnombre et de surcharge prend la route. C'était à une période hivernale. Il faut faire attention. Les pneus sont très importants. Tout ça, c'est la formation. Un véhicule n'est sûr que lorsqu'il est adéquatement bien entretenu. Voilà. Il y a la sécurité des véhicules. Le surnombre, quand le véhicule, le conducteur n'est pas en état de faire des réactions, il est surchargé, il est mal assis, il est coincé dans son... Il ne peut pas réagir en tout temps. Regardez ce véhicule, en surnombre passe. Il y a des agents qui les regardent. Vous savez, monsieur Si, et si ces agents ne disent rien, monsieur Si, il y a quelque chose que vous avez dit qui me choque profondément. Parce que moi, je considère que la police nationale, la gendarmerie sont les bras, ce qu'on a dit, les bras armés de l'État. Oui. C'est à eux de faire respecter l'ordre et la loi. Oui. On a plusieurs problèmes dans notre pays en termes de sécurité routière. Le manque d'assurance, vous l'avez dit, ça c'est social. Dès qu'il y a un accident, on dit pardon, etc. Et personne n'est assuré dans ce pays, premièrement.
Deuxièmement, ce qui me choque le plus, c'est que vous nous dites le PNUD a financé. Il me semble que l'on parle de la gendarmerie nationale et de la police de notre pays. C'est à l'État d'investir massivement, non seulement dans l'équipement répressif de la police, mais dans ses propres forces de l'ordre pour qu'ils fassent respecter l'ordre. Parce qu'on est en pleine anarchie, monsieur Si. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. La Guinée connaît une semaine d'accidents de la circulation, 13 morts vendredi sur la nationale du Breka, Télémélé, bilan non officiel encore, 5 morts sur la route de Mandiana et 13 hier à Kolabouni dans la préfecture de Boké. Le cortège du ministre de la Sécurité est impliqué dans ce dernier qui a provoqué davantage l'indignation des Guinéens. D'ailleurs, sa directrice de communication est parmi les 5 blessés enregistrés sur place. Nous avons posé des questions, vous avez dû le comprendre, au directeur adjoint de la cellule de communication du ministère de la Sécurité. Dans un instant, nous continuerons donc le débat avec M. Si Savané. Lui, c'est un professionnel de la conduite automobile. Et puis, nous allons parler également sport. La Guinée pourra-t-elle organiser la CAN 2025? Le gouvernement rassure par le discours, mais peu d'actes se posent concrètement. Le comité d'organisation de la CAN, dont le bureau a été renouvelé à plusieurs reprises, ne donne aucune visibilité sur son travail. Ces derniers temps, donc, des informations évoquent la présence d'une mission de la Confédération africaine de football dans nos murs pour s'enquérir des réalités, pour comprendre le sujet et ses enjeux. Nous recevons ce matin Tanou Diallo, il est officier média de la Confédération africaine de football. Mais d'abord, on continue le débat ici en studio avec vous, Ahmed Kamara, avec M. Si Savané. Alors, M. Savané, c'est vrai que quand on a mis les ceintures de sécurité dans les véhicules, ça veut dire que ça a forcément un sens. Alors, clairement, est-ce que ce nombre aussi élevé peut s'expliquer par le non-port aussi de la ceinture de sécurité? Ok, je vous remercie. Écoutez, voilà ces mesures qu'on appelle la sécurité passive. Cette sécurité passive est essentielle pour que nous conduisons en toute sécurité. L'être humain que nous sommes, on n'a pas été conçu pour conduire un véhicule. On a été conçu pour autre chose, pour courir, marcher. Mais le véhicule est venu avec une réglementation précise. D'abord, ça commence par l'installation au poste de conduite, l'ergonomie, etc. L'utilisation du dossier, du fessier, c'est un cours. Tout ça là, ça s'apprend dans les centres de formation, dans les auto-écoles, dans les véritables auto-écoles. Donc, vous voyez, si nous ne faisons pas les choses comme ça, nous ne pouvons pas nous attendre à des résultats. Alors, au-delà du chauffeur, il y a d'autres éléments aussi qu'il faut prendre en compte. Il y a par exemple l'état de la route. Oui. Les routes qui n'indiquent pas la vitesse et tellement de choses. La route ne parle pas. La route ne parle pas. Est-ce que ça aussi c'est un aspect? Mais oui, une route muette ne communique pas. Vous voyez, quand on dit code de route, si je prends votre téléphone tout à l'heure, je ne peux pas rentrer là-dedans parce que vous avez un code, n'est-ce pas? Oui. Se mettre sur la route sans maîtriser le code de la route, c'est un risque. C'est peut-être un assassin. C'est un risque. C'est comme aller à la mort. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la difficulté de la dangerosité de la route dans notre pays? C'est parce que les gens les plus différents se rencontrent sur l'environnement routier. Vision différente, mentalité différente, conception différente. Il y a les jeunes conducteurs aujourd'hui qui veulent attester la vitesse, leur aptitude par la vitesse. Sans maîtriser. C'est des conducteurs impressionnistes. Ils font attention aux autres au lieu de faire attention à la route. On retrouve tous ces types de conducteurs. Mais ça, c'est partout. J'ai envie quand même de poser cette question parce que les auto-écoles existent dans notre pays. Cela fait des années. Et cela fait aussi des années qu'on avait l'habitude de donner des permis de conduire sans forcément avoir la certitude que les gens qui en sont demandeurs étaient vraiment qualifiés pour se mettre dans la circulation. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles réformes annoncées par l'État, la mise en place de cette société, vous êtes véritablement associés, vous, des auto-écoles? Particulièrement
moi j'ai travaillé avec l'Union européenne pour mettre le PAST en place. Voilà un travail qui a été élaboré pour le nouveau code de route, mais qui sont encore dans les tiroirs. Quand je pense à ça, ça me donne des... Il y a eu beaucoup de dispositions qui ont été Je prises. pense par exemple au permis, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Keïta. Est-ce que vous participez à cette opération, à ce processus? Est-ce qu'on passe par exemple par chez vous avant d'aller chez Thomas Greg? Oui, en principe c'est comme ça. Nous attendons des réformes. Ça c'est le principe, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la réalité? Dans la réalité, vraiment, moi Vous n'êtes pas associé. On n'est pas associé. Voilà. Moi j'avais 15 agences à Conakry, mais j'ai fermé tout. Il y a le centre de formation en conduite camion et engin que j'ai abouti. Jusqu'à ce que les réformes réelles se fassent. Parlons de ces auto-écoles. Les auto-écoles, comment est-ce qu'elles s'ouvrent? Comment est-ce qu'il faut? Exactement. Quels agréments elles ont? Quelle est leur qualité, leurs compétences? Les auto-écoles, normalement, doivent être les vrais interlocuteurs du pouvoir public, de la sécurité routière. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi ça pêche à ce niveau-là? Ça pêche parce qu'il arrivait un moment, n'importe qui pouvait ouvrir une auto-école. Sans agrément, sans être outillé pour dispenser les cours. Donc quand on dit que l'État a démissionné, nous sommes dans la vérité. Monsieur Si, dites-le. Oui. Parce que écoutez-moi, que l'État prenne ses responsabilités. Je vais vous donner, excuse-moi, oui. Monsieur Si, je vais vous donner un exemple très simple. Oui. J'ai 57 ans, d'accord? J'ai 57 ans. Oui. Lorsque je suis sorti, non mais je donne mon âge. Moi je suis fier de 60 piges bientôt. J'ai bientôt 60 et je suis fier. Non, 57, tu vois combien je suis bien foutu encore? D'accord, merci. Je vous souhaite d'avoir mon physique quand vous aurez mon âge. D'accord, et d'avoir l'esprit jeune que j'ai. Bref, je suis né en 1960. Ah, ça t'embouche un coin, ça. 57 ans, mon garçon. Ouais. Bref, donc je continue, monsieur Si. J'ai 57 ans. Lorsque je suis sorti du lycée, voire de l'université, j'étais en France. J'ai pas suivi le parcours classique de quelqu'un qui veut apprendre à conduire. Je suis passé par une auto-école. J'ai appris à conduire. Puis un inspecteur m'a fait passer le permis via la préfecture de police de Paris. C'est comme ça que le processus dans un pays et un état normal se fait. Expliquez-nous, dans notre état anormal, dans notre pays où nous savons tout, où nous sommes les meilleurs mais où on ne fait rien, comment ça se passe? Oh, ça se passe tout autre. Un permis ne doit pas être l'objet d'un simple commerce. Le micro, s'il vous plaît. Je dis qu'un permis ne doit pas être l'objet d'un simple commerce. Un permis se mérite. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que ce n'est pas le cas. Mais l'espoir, c'est qu'il y a des réformes qui sont en vue. S'il y a des réformes, c'est que les décideurs eux-mêmes se rendent compte que les situations ne sont pas normales. Bonnes. Ne sont pas bonnes. Ça, c'est évident. Sinon, il arrivait des moments, les gens quittaient le Sénégal. Tu leur demandes pourquoi. Ils disent non, il paraît que c'est plus facile d'avoir le permis ici. Tu baisses la tête. Donc n'importe qui pouvait venir, la rigueur. Mais qui n'a pas la nationalité guinéenne, qui pouvait se permettre de s'offrir un permis. Écoutez, mettons-nous en règle. Ce que j'ai dit au départ, ce n'est pas pour culpabiliser. Nous pouvons mettre des règles ici aujourd'hui pour avancer. C'est pourquoi, moi, vraiment, je souhaiterais que, j'implore le CNRD, même dans cette transition, il peut faire beaucoup de choses. Parce qu'il en va de sa responsabilité. Pardon? Parce qu'il en va de sa responsabilité. Il y va de la responsabilité. Quelles sont concrètement, quelle est la première réforme que vous souhaiteriez voir, vous professionnels de la route, de la sécurité, quelle est la première réforme que vous aimeriez voir mise en place immédiatement pour stopper cette course folle macabre à la mort? C'est la réforme des auto-écoles. De faire des auto-écoles dignes de nom. Avec des gens formés. D'accepter de la formation. Imaginez les auto-écoles. Et d'obliger tout le monde à y passer. D'obliger tout le monde à y passer. L'État doit utiliser même les auto-écoles comme étant des partenaires. Ouais. Quand il y a des recrutements dans l'armée, un peu de tout, on doit associer les auto-écoles. Mais si tout se fait en catimini,
Doit-on associer les assureurs aussi, enfin tout le milieu de la route? Les assureurs, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais si vous n'êtes pas écouté dans ce sens, c'est difficile que vous preniez des dispositions. Parlons du rôle de l'État au niveau de la circulation. L'état de nos routes, par exemple. Tout à l'heure, on disait que nos routes sont muettes. Quel constat vous faites, parlant d'abord de l'intérieur du pays? Récemment, on nous apprend que la route de Koya jusqu'à Kindia est presque finie. Oui. Dites-nous, que pensez-vous de la qualité ou de l'épaisseur de la route? Est-ce que pour vous, pour une route urbaine, c'est normal qu'elle soit comme ça? Et ensuite, qu'est-ce qui serait favorable à la bonne circulation des véhicules lorsqu'on fait une route? La sécurité routière, c'est un problème entier. La sécurité routière est un problème de gouvernance, de conception des routes, un problème de nouvelles technologies, etc., etc. Les routes que nous avons, imaginez, quand je pense un peu à la situation ici, je dis par souvent qu'on est un peu mal barré, on est mal parti. Absolument. Je connais l'ancien Conakry. J'approche la soixantaine. Mais il arrivait un moment, partout où la même passe et repasse, on a tout construit. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on vit dans une claustrophobie totale. Les routes sont envahies. Il n'y a que la route qui est la circulation ici. Et le véhicule, c'est l'outil privilégié de notre déplacement. On n'a pas autre chose. Nous n'avons pas de locomotive, nous n'avons pas de trucs ferroviaires comme ailleurs. De pistes de vélo, etc. De pistes de vélo, etc. Les routes ont été conçues comme ça. Regardez, moi quand même, j'apprécie vraiment la transition. Regardez, quand vous rentrez dans Boulbiné aujourd'hui, oui, tout ça commence est repris. Absolument, ça commence à aller. Je remarque, il y a des ruelles aujourd'hui qui étaient fermées avant. Et regardez même ici, comme on appelle. Oui, mais comment faire respecter justement à Boulbiné, comme vous dites? Oui. On a vu à Boulbiné, oui, près du Gain, il y a effectivement des routes qui sont en train de construire avec des signalisations, etc. Oui. Mais comment, c'est-à-dire ce qui nous intéresse ce matin, enfin ce qui m'intéresse ce matin, c'est comment faire en sorte que nos concitoyens respectent un minimum du code de la route. C'est-à-dire quand tu tournes à droite, tu mets ton clignotant, quand tu t'arrêtes, tu as des feux de stop en bonne et due forme. Voilà, les feux tricolores, par exemple. Les feux tricolores, par exemple. Simplement ça, parce que, monsieur, moi je roule à moto, je vous assure que personne. Je vois des véhicules tourner à droite sans même avoir de clignotant. C'est la formation, sensibilisation et répression. C'est tout. C'est pas compliqué. Je voulais que vous le disiez. Imaginez tout à l'heure une moto. Quelqu'un. Moi, je pense que une volonté étatique bien affichée peut se dire tout à l'heure. À partir d'aujourd'hui. Si vous ne portez pas le casque, regardez, ça c'est des usagers à risque. Vous ne portez pas le casque. Absolument. Directement, on vous enlève la moto. Le véhicule. Mais j'ai vu ça au Bénin, un peu de tout. Niger, on va demander pardon, les gens le font. Après, dès qu'on vous prend la moto, même pour un mois, et vous payez une contravention, à votre sortie, vous faites attention. Vous allez faire attention. Il n'y a que peur. Est-ce que vous pensez qu'il faut introduire aussi le permis à points, par exemple? Tu fais une infraction, tu enlèves un point. Mais moi, je pense qu'il faut finir par ça. Le retrait des permis en cas d'infraction. Regardez, après une formation en auto-école, on ne sort pas comme un as de la conduite. On a un permis privilégié, un permis fragilisé à main. Il faut avoir 3 ans de conduite. Sans accident pour commencer à avoir dans la confirmation. Regardez, pensez au PNF, le programme national de formation, qui commence normalement partout. Ça commence par ça. C'est-à-dire la formation à l'école prématernelle jusqu'à l'obtention d'un premier permis. Si vous passez ce cursus, vraiment vous devenez averti. La sécurité est un problème entier. Regardez, aujourd'hui nous sommes à 30 morts. C'est dur. 30 morts, c'est dur. Nous ne sommes pas en état de guerre. C'est terrible. On a toujours dit que derrière une victime de la route, il y a toujours des victimes de la vie. Il y a des familles, des femmes qui risquent de ne plus aller au marché. Des enfants qui risquent de ne plus aller à l'école. Et de ne plus avoir de père ou de mère. C'est difficile. Qui se réveillent un jour, ils n'ont pas un père et ni une mère. On peut changer la donne. Sensibilisation, formation, répression. Surtout, il faut savoir taper sur la poche des usagers.
C'est très important. Quand on tape au portefeuille, en général, je suis d'accord avec vous. Dès qu'on tape au portefeuille de Guinée, il applique la loi, il la respecte. Bien, Ablaye Si Savané, spécialiste professionnel de la conduite d'automobile en Guinée. Merci d'être passé nous voir ce matin. Je vous remercie. Bien. Vous avez un dernier message? Un dernier message. Aucune route n'est large. Le micro. Aucune route n'est large, c'est le cœur du conducteur qui doit être large. Acceptons de se former. Si nous constatons qu'on a des gaps, acceptons de changer. Et dans les auto-écoles, moi j'ai vu des gens qui viennent se dire non, moi je n'ai pas le temps pour la théorie. Je veux directement être dans le véhicule. Souvent, si vous êtes exigeant, je peux aller ailleurs. Je veux qu'on uniformise les choses. Oui. La formation doit être entière. La théorie, c'est quand on a tout fait et que rien ne fonctionne. Et la pratique, c'est quand tout fonctionne. Je ne sais pas pourquoi. Je vous remercie. Merci d'être passé, monsieur Savané. Les grandes gueules continuent sur Espace TV. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG.